Très bien, bah, écoute, bonjour Roland, je suis très très content de t'accueillir une fois de plus dans une des initiatives d'Espace Marx. Et donc, on va essayer de dialoguer là pendant une heure autour de ton dernier livre qui s'intitule Des civilisations. Donc, tu as déjà commis beaucoup d'ouvrages, tu as travaillé sur plein de questions, mais c'est pas la première fois que tu travailles sur les questions de civilisation. Et donc, voilà, ce que je te propose, c'est de nous expliquer en quelques mots autant de mots que tu auras envie, je dirais pourquoi tu as décidé aujourd'hui d'écrire ce livre. Bien. Alors, bonjour Dominique, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je te remercie de cette occasion que tu m'offres d'évoquer cet ouvrage. Alors, je montre quand même l'ouvrage parce qu'il y a un sous-titre. Tu vois, le Oui, sous-titre, tout à fait. c'est Les nouvelles logiques de l'emprise. les nouvelles logiques de l'emprise. Et la question de l'emprise est centrale, on y reviendra. D'accord. Alors, il y a à la fois des éléments que j'appellerais, si tu veux, circonstanciels, c'est-à-dire notamment l'usage du mot décivilisation après les émeutes de juin 2023, où Emmanuel Macron et Olivier Véran et un certain nombre de commentateurs ont évoqué que face à ces émeutiers qui avaient des comportements très violents, très sauvages, les sauvageons du macronisme, et la période macronienne serait relevée de la décivilisation. Alors, bon, moi je travaille avec Norbert Elias depuis déjà très longtemps, avec Marie-Josée Diallo. On a parlé dans deux ouvrages, notamment La santé totalitaire, essai sur la médication de l'existence, et surtout dans Exilé de l'intime, la médecine et la psychiatrie au service du nouvel ordre économique. Et donc, cette notion de décivilisation chez Norbert Elias n'est pas du tout une notion, on va dire, attribuée à une catégorie de personnes ou de communautés ou autre. Ça fait partie chez Elias du corps de sa doctrine qu'il remet en cause d'ailleurs. Alors, en deux mots, pour faire très vite, bon, il y a un gros bouquin en 1939 qui paraît donc, de Norbert Elias, qui s'appelle La civilisation des mœurs, où il montre sans tomber dans l'évolutionnisme, ce qui est un point très important. Il montre qu'il y a une espèce de dynamique dans l'Occident euh, qui, cons- qui consiste à ce que les instances de contrôle soient de moins en moins exogènes, de moins en moins, on va dire, attribuées à des structures féodales ou à des structures locales, et de par justement la centralisation d'abord monarchique, puis ensuite républicaine de l'État, constitue une instance centrale qui va être d'une certaine manière avalée par les individus, intériorisée par les individus. C'est-à-dire qu'en gros, les individus vont s'auto-contrôler, s'auto-censurer, et donc ils vont inhiber leurs pulsions érotiques et agressives, justement, pour pouvoir vivre ensemble. Alors, je fais vite et je fais simple, mais disons que c'est un peu l'idée d'une espèce de surmoi social, d'une enveloppe sociale du surmoi. Il y a bien d'autres choses dans le surmoi qui est propre, bien sûr, à l'histoire de chacun, mais disons qu'il y a cette idée-là. En somme, les codes sociaux sont intériorisés par les individus qui finalement se censurent eux-mêmes sans avoir besoin d'être censurés par l'extérieur social, par l'environnement social, familial, clérical, etc. Bon. Alors ça me paraît très intéressant, parce que, encore une fois, c'est une étude très détaillée à partir des manières de vivre, des manières de s'alimenter, des manières d'habiter, des manières de dormir. Enfin, il y a des manières d'entrer en interaction avec l'autre. Il y a de gros travaux chez Norbert Elias, de cet ouvrage qui paraît en 1939 sur la civilisation. C'est finalement la privatisation des instances de contrôle dans une société des individus, comme dit Norbert Elias. C'est une individualisation de plus en plus importante. Bon, ça, c'est donc c'est cette idée-là. Encore une fois, il ne faut pas le voir comme une espèce d'évolution naturelle, c'est pas ça, mais il montre cette dynamique dans l'Occident. Et comme tu le sais, se produit une catastrophe qui est, je dirais, l'accès au pouvoir des fascistes et des nazis, avec des conduites
je dirais, d'une cruauté, d'une férocité, d'une barbarisation, dit Norbert Elias, tout à fait terrifiante, et qui vient faire rupture avec ce procès de civilisation dont il nous avait parlé, je dirais, 50 ans avant. Parce qu'il faut voir que le livre dans lequel Norbert Elias développe le concept de décivilisation, c'est le livre qui s'appelle Les Allemands, dans lequel il montre justement que nombreux ont été les Allemands qui ont toléré, voire contribué, voire exercé à des conduites tout à fait barbares, dénuées de toute empathie par rapport à des êtres humains qui étaient des femmes, des enfants, des vieillards, des hommes, des malades, etc. Et donc, c'est son approche, je dirais, pour faire vite et pour faire simple, c'est son approche d'une faillite de civilisation. Et voilà, c'est le point qui m'intéresse, c'est-à-dire que face à des crises de civilisation, dans des périodes de transition, on connaît la phrase de Gramsci, hein, Hmm. Gramsci, dans un moment où le vieux monde, dans une période où le vieux monde tarde à mourir, où le nouveau monde tarde à naître, dans ce clair obscur naissent des monstres, et on peut considérer qu'effectivement, l'émergence des fascismes, des nazismes, des nazismes font partie justement de ce clair obscur des monstres. Alors, le problème, c'est que aujourd'hui, sans qu'on puisse dire que l'histoire se répète, on assiste quand même à l'émergence de gouvernements autoritaires, élus démocratiquement, ce qu'on appelle les illibéralismes. On assiste encore une fois à l'émergence de nationaux, on les appelle parfois comme Piketty, nationaux capitalisme, notre foi nationaux machin chouette. Bon, moi je crois que ce sont, pour aller vite, des nouvelles formes de fascisme. C'est des néofascistes simplement. Je suis comme Umberto Eco, partisan d'une conception qui ne limite pas le fascisme à une période historique donnée, mais qui considère qu'il y a une langue fasciste et il y a des dialectes fascistes et que selon effectivement l'espace et le temps, eh ben, les dialectes varient et qu'il va de soi que les fascismes des années 1919 ou 1930 ne sont pas les fascismes que nous rencontrons actuellement. Il y a des différences, mais il y a aussi beaucoup de ressemblances. La première, pour moi, qui est fondamentale, c'est cette crise de civilisation. Je crois que nous sommes dans un moment de transition et qu'il y a une crise de civilisation qui n'est pas simplement une crise sociale, qui n'est pas simplement une crise politique, mais c'est véritablement une crise culturelle. Alors, comme tu le sais, ce qui m'intéresse aussi bien chez Norbert Elias que chez des auteurs comme Pierre Bourdieu, c'est qu'ils ne séparent pas la sociogénèse de la psychogénèse. Il n'y a pas d'un côté, pourrait-on dire, la psychologie individuelle et de l'autre, l'analyse des processus sociaux. Il y a une interdépendance entre les deux et le concept d'habitus de Pierre Bourdieu me paraît à ce niveau-là tout à fait exemplaire, c'est-à-dire que la disposition à penser et à agir des individus, elle résulte de l'incorporation, de l'intériorisation des règles du jeu social, donc des normes sociales, des stratégies sociales, etc. Alors, ceci pour dire que ce que je constate, et tu sais que je suis parti de là au niveau de mon ouvrage, c'est que si nous prenons par exemple, bon, encore une fois, tous les éléments électoraux de victoire de l'extrême droite en Europe, de victoire du Trumpisme aux États-Unis, de victoire en Argentine, enfin, etc., en Amérique du Sud et autres, cette émergence, elle témoigne justement d'une crise de civilisation mondiale. C'est pas simplement le fait d'un pays, hein, de la même manière qu'encore une fois, le fascisme n'était pas simplement je dirais, propre à l'Italie. Il a constitué l'émergence d'une droite révolutionnaire violente qui s'est d'ailleurs constituée dès la fin du XIXe siècle, si on en croit Yves Sternel, lorsqu'il fait allusion, par exemple, à Maurice Marès, au boulangisme et autres. Alors, pour faire vite et pour faire simple, moi, je pars dans le bouquin de ce qui s'est passé en juin 2024. En juin 2024, on voit
qu'au niveau des élections européennes, il y a une montée très forte de l'extrême droite et tellement forte que la question se pose de savoir si il va être possible de gouverner un pays qui a plus de 30%, 30, 34%, n'hésite pas à voter pour l'extrême droite. Et d'ailleurs, se produit un certain nombre également de violences, d'actes racistes, d'actes antisémites, d'actes homophobes, de coups de poing classiques, je dirais, de la sphère de la fachosphère, avec même des listes de gens qui mériteraient, d'après le réseau Patriote, une balle dans la nuque, etc. Bon, bref, des gens qui, pour certains, ne sont pas forcément des militants politiques, ou autres, mais néanmoins, là, on voit bien qu'il y a une violence, n'est-ce pas, qui émerge. Et mon hypothèse, ça c'est une hypothèse à laquelle je tiens, et j'espère que c'est ma part d'originalité, c'est de considérer que ces violences-là ne sont pas les conséquences d'une victoire de l'extrême droite aux élections européennes, mais d'une certaine manière en sont la cause. C'est-à-dire que c'est bien parce qu'il y a une levée des inhibitions agressives et des pulsions sexuelles que justement les gens peuvent lever leur réticence à voter pour l'extrême droite. Donc c'est un point important. Et j'essaie de montrer que face à cela, lorsque Emmanuel Macron dit je vais redonner la parole au peuple, on est à nouveau face à une espèce de mensonge d'État, puisqu'on ne peut pas considérer que 3 semaines de campagne électorale permettent vraiment de donner la parole au peuple. Donc une nouvelle fois, on est dans une espèce de déni de la réalité démocratique chez Emmanuel Macron, qui est tout à fait regrettable, et la dissolution des élections législatives aboutit à photographier, je dirais, le paysage politique en France, c'est-à-dire une fragmentation, une dislocation, et ce que justement Jérôme Fourquet avait mis en évidence de l'effondrement de la tradition, on va dire, républicaine et catholique, enfin, ce qui parlait de l'église de la mairie au cœur du village, c'est terminé. Ben oui, effectivement, c'est terminé. Et la France, un archipel, comme il l'a nommé, eh bien, elle obtient sa traduction dans le paysage politique d'une dislocation. Voilà. Donc ça, si tu veux, on peut dire que c'est le premier point. J'ai été un peu long, mais c'est mon point de départ. C'est-à-dire, en gros, il y a une destruction du dialogue démocratique, et quand il y a une destruction du dialogue démocratique, ça signifie que, on va dire, les mœurs et les services publics, notamment de l'école, de la culture, de l'information, du soin, de la justice, ça veut dire qu'ils ont été tellement malmenés, tellement en quelque sorte altérés dans leur substance et dans leur vocation, que l'espace démocratique, l'espace public politique au sens d'Hannah Arendt, a du mal à survivre, à s'installer, à survivre. Donc la destruction du dialogue politique, d'une certaine manière, même si elle est le fait, pourrait-on dire, des technolibéraux, même si elle est le fait des libéraux autoritaires, eh ben, elle constitue l'antichambre des fascismes. Et donc, il y a une inquiétude dans l'ouvrage, bien évidemment, qui est de ce côté-là, c'est-à-dire que est-ce que ce qu'on appelle le néolibéralisme, hein, le capitalisme néolibéral, est-ce qu'il n'a pas constitué aujourd'hui, comme hier, la possibilité au fascisme de s'installer, sachant, comme le dit Simone Veil, que j'aime bien citer, la Vierge rouge, hein, la philosophe, il ne faut pas dire que le fascisme écrase la pensée, mais c'est quand la capacité de penser est en ruine que le fascisme tend à émerger. Et donc, il y a toute une partie, on va dire, de l'ouvrage là-dessus, et que j'essaie, alors en tant que psychanalyste, inspiré notamment par l'école de Francfort, Adorno, Lowenthal, Fromm et bien d'autres, de montrer que eh bien, ce fascisme-là, ou ces fascismes-là, ils sont en quelque sorte l'expression d'une pulsion de destruction que, en psychanalyse, nous avons appris à nommer pulsion de mort.
Et, et je crois que ce sont donc les amants de la mort qui, d'une certaine manière, à ce moment-là, dominent le leadership culturel, le leadership politique, c'est-à-dire en transformant les humains en automates, en transformant les humains, on va dire, en automates guerriers, soumis, disciplinés, et qui n'ont qu'une seule chose à faire, c'est à parvenir à convaincre les autres concitoyens de transformer leur légitime colère sociale en discours de haine. Et finalement, le propre de l'extrême droite, ça a toujours été, c'est en quelque sorte, ça a toujours trouvé son carburant révolutionnaire, contre-révolutionnaire, mais révolutionnaire quand même de ce côté-là, c'est-à-dire je prends en charge ta peur et finalement tu dispenses ma haine. Et je crois que c'est ce deal-là qui risque de s'installer un peu dans tous les pays. Et c'est ce point que j'ai essayé de montrer. Pour certains journalistes, par exemple, ils ont analysé la victoire de l'extrême droite en France comme l'effet retard des attentats terroristes. C'est pas totalement faux, mais pour moi, les attentats terroristes relevaient d'une forme de fascisme. C'était des théofascistes, mais c'était quand même des fascistes quelque part, puisque là, ils n'étaient pas du côté de la vulnérabilité humaine, ils étaient Hmm. du côté du dialogue, ils n'étaient pas du côté de la pensée, ils étaient bien du côté d'une prescription du comportement qui conduisait les gens à se détruire et à se détruire eux-mêmes. Alors, on en arrive là à cette question je dirais, des logiques de l'exclusion, dont je parle aussi beaucoup dans mon ouvrage, à savoir que euh, le, aujourd'hui, comme hier, on ne va pas rejeter les gens simplement en fonction d'une situation économique catastrophique. C'est un peu pour moi le point limite du marxisme, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a à prendre en compte, d'ailleurs Marx le faisait dans ses premiers ouvrages, il y a à prendre en compte une aliénation sociale qui est, on va dire, solidifiée, charpentée par une aliénation, on peut dire psychologique, c'est-à-dire effectivement une logique d'exclusion qui est fondée non pas sur la réalité économique, par exemple, que les immigrés ou que les nouveaux arrivants vont prendre le travail, mais est fondée sur la nécessité de rejeter de l'autre pour pouvoir se sentir en quelque sorte dans un collectif uni. Et bon, là aussi, je prends des enquêtes apportées, encore une fois, par Norbert Elias et des faits divers dramatiques et tragiques, comme ceux de l'assassinat de trois fillettes dans une ville anglaise par un, par un Anglais, hein, d'ailleurs, puisqu'il est né en Angleterre, mais d'origine rwandaise, qui est exploité par l'extrême droite comme c'est l'arrivée des bateaux qui produisent justement. Bon. Alors, au point où nous en sommes, après, j'essaie de montrer que l'explication que nous propose Fourquet d'effondrement catho-républicain, comme il l'appelle, eh bien, ne suffit pas, qu'il faut prendre en compte quelque chose de nouveau qui pourrait être ce que des gens comme Illich ou Pasolini ont appelé technofascisme, c'est-à-dire un fusionnage des besoins et des désirs humains par des processus de standardisation et de productivité liés en quelque sorte à la société de consommation et liés aux exigences de la loi du profit, aux exigences du capitalisme. Donc, j'arrange ça un peu à ma sauce, puisque, Hmm. bien sûr, et Pasolini et Ivan Illich sont pour moi des auteurs importants, mais j'essaie de montrer que quelque chose d'autre se produit aujourd'hui qui a peut-être à voir avec le mésusage des nouvelles technologies. Et les nouvelles technologies sont tout à fait des choses formidables, en médecine et ailleurs, on le voit bien, mais en même temps, comme toujours, et une fois encore, lorsque la technique n'est plus au service des humains, et que ce sont les humains qui sont au service de la technique, alors les logiques d'oppression sont considérables parce que c'est une manière pour les dominants de conserver le pouvoir. Et on voit bien d'ailleurs aujourd'hui que, même si mon ouvrage a été écrit 6 mois avant la victoire de Trump et d'Elon Musk, on voit bien que c'est pas par hasard, pourrait-on dire, que Elon Musk se trouve en possession d'un pouvoir
considérable, alors qu'il n'a pas été élu, il est simplement nommé par le fait du prince, et qu'il dispose d'un capital de milliards de dollars, je ne sais plus combien, équivalent à je ne sais combien de PIB de pays dans le monde. Donc on a là une force de frappe et qui fait d'ailleurs que je crois qu'on a affaire à de véritables entreprises-nations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement une concurrence entre les États nationaux, il y a véritablement une concurrence entre des entreprises qui sont de véritables États-nations privés et qui peuvent à la fois y collaborer et se faire la guerre. Et on le voit bien, notamment avec Elon Musk. Alors, d'une certaine manière, à ce titre-là, je peux, me- je peux me réjouir ou déplorer que mon ouvrage m'ait donné raison 6 mois plus tard avec l'élection de Trump et la nomination d'Elon Musk qui est en train de sabrer complètement l'architecture fédérale au profit de nouvelles agences du capitalisme international. Et c'est exactement ce qu'avaient déjà fait les fascistes et les nazis, puisque ils avaient en quelque sorte doublé l'État par la création d'agences partisanes qui venaient progressivement prendre le contrôle des services que ces services d'État rendaient, jusqu'à ensuite s'emparer de l'État lui-même. Mais dans un premier temps, il s'agit de créer en quelque sorte une doublure. On l'a eu aussi un peu chez Macron d'ailleurs, cette tentation de créer des agences parallèles à la grande administration pour pouvoir en quelque sorte imposer sa politique. Voilà. Donc, on est face là à une nouvelle forme de despotisme, et j'avais beaucoup aimé cette phrase de Tocqueville qui anticipait un peu ce qui était en train de se passer. Je peux la lire si tu veux, elle est dans l'ouvrage. Oui, oui, vas-y. Je veux imaginer sur quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer des petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux retiré à l'écart et comme étranger à la destinée de tous les autres. Au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ne cherche qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Donc, cette anticipation en 1840 de ce qu'allait devenir le totalitarisme, le despotisme, je dirais moderne et postmoderne d'une certaine manière, me paraît tout à fait intéressant. Bon, il manque dans cette citation l'autre part que je développe, c'est-à-dire le fascisme comme justement se greffant de manière hybride donc à ce despotisme-là, et le fascisme comme étant d'une certaine manière ce que Zipf Sternel avait montré pour la droite révolutionnaire, qui était une droite justement, enfin, qui était une extrême droite qui allait donner les naissances au fascisme et au nazisme, c'est-à-dire c'est une solution, même si c'est une mauvaise solution, c'est une solution, encore une fois, le fascisme est une solution à la fois à la crise du capitalisme et à la crise des démocraties et à la crise des mouvements socialistes ou réformistes qui ne sont pas arrivés, si j'ose dire, à conquérir le pouvoir. Donc c'est de ça que naissent les différents fascismes. Alors, bon, ensuite, ce qui est traversé, ce qui est au cœur de mon livre depuis, je dirais, des décennies que j'écris, mais deux thèses de doctorat portées sur la question de la parole et du langage, c'est bien sûr, le livre est traversé par une analyse de la dégradation de la fonction critique du langage. C'est-à-dire que, euh, en gros, pour moi, le pouvoir linguistique, il est à la fois la matérialisation des logiques de domination et il est à la fois l'opérateur qui accomplit la possibilité à ces logiques de domination de s'installer et de durer, pour faire vivre, pour faire.
simple. Quand, par exemple, on fait disparaître les langues régionales, c'est pas simplement la fin du 19e siècle ou le début du 20e en Europe, mais déjà, j'en ai donné un exemple que je reprends dans l'ouvrage précédent, La fabrique de la servitude, quand Nébrija, en 1492, écrit à la reine d'Espagne, Isabelle de Castille, qu'il faut centraliser les langues régionales et vernaculaires et obliger, prescrire en quelque sorte aux citoyens, enfin ces sujets, c'est pas des citoyens, c'est à ces Hmm. sujets de parler le castillan, eh bien, cette opération qui ensuite se poursuit au niveau de la censure des livres imprimés et autres, cette centralisation, elle est essentielle. Elle vient marquer, elle est le paradigme originaire de toute normalisation. Normalisation qui constitue finalement le ressort des contrôles, on va dire, sociaux et politiques par le biais culturel, justement, des citoyens. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on a quelque chose de cet ordre. C'est qu'on ne pense plus on ne pense plus de la même manière, je dirais, avec le langage numérique et avec la littérature, pour faire vite. Hein. Euh, de, de- de la même manière que Elon Musk qui a appelé son dernier fils, qui hante actuellement le Capitole X, ou X12 quelque chose, c'est quand même pas par hasard. Je veux dire, je ne sais pas ce que deviendra ce gamin auquel je souhaite le meilleur avenir, mais je veux dire que son père soit assez fou pour le nommer par une lettre. Euh, par un signe algébrique, est quelque chose qui me paraît tout à fait terrorisant. Mais enfin bon, c'est sans doute mes vieux frissons humanistes. Bon. Voilà. Et donc, après, ce qui est énormément développé dans l'ouvrage, toujours à partir de cette histoire de dégradation je dirais, de la parole comme constitutive de la démocratie. C'était tout le travail, justement, de Claude Lefort, d'avoir montré que l'invention de la démocratie, eh bien, elle était consubstantielle de l'installation d'un espace dialogique où on peut s'affronter sans s'exterminer à partir d'arguments contradictoires. Et donc, c'est ça qui est en train de disparaître. Et ça disparaît sous l'impact d'une emprise technocratique, d'une part. Donc, encore une fois, cette espèce de quadrillage algorithmique qui fait que tout individu, non seulement à l'heure actuelle, est suivi à la trace, non seulement est en permanence enregistré. J'ai appris, par exemple, que l'interview que j'ai donnée sur le site Lucide, je ne sais pas si tu l'as vu, mais Oui, oui, j'ai vu. Oui. bon, qui a été mené par Carla euh, Constantini de manière tout à fait intéressante pour moi en tout cas. Bien Et sûr. le mot sexuel avait été, paraît-il, supprimé, il faudrait que je vérifie, par un algorithme, parce que la modération vise à des suppressions quasi automatiques par les algorithmes. Enfin, je veux dire, où on est. Quand je parle de pulsion sexuelle, c'est pas un gros mot, c'est pas une incitation à des gestes pervers, c'est un concept. Donc si on commence comme ça à caviarder nos textes, nos conférences, si on commence à supprimer des mots, ça ressemble pas mal à de la tyrannie quand même. La tyrannie totalitaire, ça avait été déjà mis en évidence par le roman 1984 et bien d'autres romans encore. Absolument. Hmm. Voilà, donc j'insiste beaucoup là-dessus et du coup, on en vient peut-être à cette idée justement l'emprise totalitaire, elle est coextensive d'une langue totalitaire. Alors bien sûr que l'empereur avait beaucoup insisté sur sur la langue du Troisième Reich. Bien sûr, Éric Hazan avait aussi beaucoup insisté sur la langue néolibérale. Mais moi, je pense que là où je suis bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec eux sur leur constat, mais là où je suis un peu en désaccord, c'est que je pense que quelque part, un peu à la manière de Roland Barthes, je dirais, toute langue est fasciste, parce qu'elle n'interdit pas la pensée, mais elle oblige à penser d'une certaine manière. Et c'est ce que je développe très longuement en essayant justement de montrer
que le langage a comme fonction subjective et sociale à la fois de contenir et de donner du sens. Le monde, comme disait Gilles Deleuze, le monde est un chaos aussi bien d'événements autour de nous que, psychanalytiquement parlant, même si Deleuze n'aimait pas la psychanalyse, psychanalytiquement parlant, un chaos à l'intérieur de nous-mêmes. Qu'est-ce qui vient mettre en quelque sorte de l'ordre et du sens? C'est la mise en récit. C'est la mise en récit du monde, que ce monde soit le monde extérieur ou le monde intérieur. Donc, je travaille beaucoup là-dessus. Et j'essaie de montrer justement que par le jeu de la publicité, de la propagande, il y a tout un chapitre sur la propagande, la publicité, l'agitation politique, etc. Eh bien, pourquoi est-ce que les humains sont gourmands de prêt-à-penser par le vecteur même des langues qu'ils ingurgitent, dont ils s'alimentent? C'est justement ce besoin de mettre un ordre. Je donne des exemples aussi de la clinique des psychoses qui montrent en évidence, par exemple, que le délire de l'appareil a influencé au cours de la schizophrénie. C'est l'idée on me fabrique mes pensées, c'est à la fois délirant, mais c'est quelque part réel. C'est-à-dire que c'est bien par le langage qu'on fabrique à l'enfant ses pensées. De la même manière, je prends un autre exemple clinique d'un étudiant en langue schizophrène, comme il s'intitule lui-même, qui craint la pénétration par les mots de la mère, les mots de la langue maternelle, hein, et cette pénétration par la langue, si j'ose dire, pour lui est aussi horrifiant, enfin horrible que avaler les nourritures dont il a besoin, mais qu'il ne peut neutraliser qu'en les transformant en molécules chimiques. Alors, je crois que c'est d'ailleurs un peu ce que fait aussi le langage numérique, qui transforme la chair des mots finalement en signes numériques. Bon. Alors, donc, pour en revenir à la question politique essentielle, j'essaie de montrer que on est dans un univers où justement l'émiettement des sources d'information, et notamment, par exemple, euh, on voit bien comment en France, l'ORTF a été très longtemps la langue du parti, l'information du parti au pouvoir. Et puis est arrivé Mitterrand qui a autorisé les radios et les télévisions privées pour aller très vite. Il y a eu une plus grande fragmentation. Il y a eu un pluralisme qui a pu aboutir à une fragmentation. Mais aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, c'est un émiettement par des ruisseaux d'informations qui charrient des flux extrêmement divers, variés, falsifiés d'informations, c'est-à-dire qu'on aboutit à ce que, et c'est ma thèse, hein, tout le chapitre est là-dessus, à ce que la fausse nouvelle, les fake news, comme on dit, sont la matrice de toute information, le paradigme originel de toute information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour faire vite et pour faire simple, que bien sûr, les fausses nouvelles, les mensonges, la propagande, ça existe depuis longtemps, on va dire au moins depuis Richelieu, Richelieu qui était un fan justement de rumeurs publiques pour façonner l'opinion à son profit. Mais bien sûr, on a vu comment, au cours du XXe siècle, justement, les fausses nouvelles ont eu beaucoup d'importance. Il y a tout le travail extrêmement important dont je parle de Marc Bloch là-dessus, sur l'analyse des fausses nouvelles pendant la guerre, bien sûr. Mais là, c'est autre chose dont il s'agit. Je crois qu'on n'est plus simplement dans la diffusion de fausses nouvelles, on est dans l'organisation de l'information sur le modèle de la fausse nouvelle. Pourquoi? Parce que ce qui compte, et tu le sais en termes de journalisme, tu le sais en termes, encore une fois, d'agitation politique aussi, ce qui compte, c'est pas la nouvelle vraie, la nouvelle exacte, la nouvelle factuelle. Ce qui compte, c'est la viralité d'une information. C'est-à-dire que ce qui compte, ce n'est pas le contenu de l'information, mais l'effet qu'elle produit. Or, tous les travaux mettent en évidence, je ne vais pas les citer, mais j'en évoque quelques-uns dans mon bouquin, tous les travaux mettent en évidence que la viralité d'une information est beaucoup plus grande si elle est fausse que si elle est juste.
Et donc, par conséquent, à partir de là, je fais toute une analyse je dirais, du discours politique qui se trouve aujourd'hui fuselé un peu par ce que Cornelius Castoriadis appelait les industries du vide au service d'un capitalisme que j'appelle totalitaire. Donc on a changé, encore une fois, d'époque, et ceux qui disent que je suis resté fixé, paraît-il, au XXe siècle, ne m'ont pas lu, ou alors ils sont très malveillants. J'aurais tendance à penser que les deux solutions sont fort probables. Les deux hypothèses sont fort probables. Alors, donc, je crois que c'est un peu ce que j'essaie de montrer. Je reprends aussi des travaux extrêmement importants de Léo Lowenthal, qui était un sociologue de l'école de Francfort, et qui a mis en évidence que la différence peut-être en politique entre, je dirais, le leader réformiste ou révolutionnaire, là, il ne fait pas trop de différence, et l'agitateur fasciste, pour aller vite, c'est Non, que, voilà, c'est que en gros, le réformiste ou le révolutionnaire, il analyse une situation et pour essayer de proposer des solutions. Et que donc dans le débat public, il y a un dialogue qui vise à comprendre les problèmes qui sont exposés et à chercher ensemble des solutions pour les résoudre. Donc il s'agit de baisser la tension, de baisser l'excitation, je dirais. Or, dans l'agitation fasciste, c'est l'inverse. Le fasciste, pourrait-on dire, n'a pas d'autre solution que de se prescrire lui-même pour aller vite. Et son agitation, elle n'est pas de trouver des solutions, elle est de maintenir une excitation qui lui permet soit de conserver le pouvoir, soit d'essayer de le prendre. Et donc, je crois qu'à notre époque, cette différence est extrêmement importante entre ceux qui cherchent une solution au problème du vivre ensemble pour aller vite et au problème de ce capitalisme totalitaire qui produit beaucoup de souffrance, et puis ceux qui finalement ont besoin de ce ferment révolutionnaire, mais pour le détourner au profit non pas de réformes ou de révolutions, mais au profit d'une excitation des foules pour se maintenir en place ou pour pouvoir conquérir le pouvoir. Voilà, alors après, d'où vient toute une partie, hein, parce que là on a déjà beaucoup balayé, donc je vais essayer peut-être de me poser des questions, mais il y a toute une partie qui essaie de se poser les questions. En gros, qu'est-ce qui fait que les gens, finalement, accordent du crédit à ceux qui leur parlent? Et là, je reprends un petit peu ma casquette de psychanalyste et issue de ma longue pratique de la psychothérapie et des cures. C'est un peu comme dans, hein, on va dire, les arnaques, les impostures les plus quotidiennes, les plus habituelles, les plus traditionnelles. Alors, je donne pas mal d'exemples d'impostures classiques, hein, comme le cas Frédéric Bourdin, comme le cas Rocancourt, comme le cas Elisabeth Holm, etc. Je donne des tas d'exemples où on voit bien qu'en gros, les gens, ils ont besoin de croire, hein, et en quelque sorte, ils croient avec leurs préjugés et leurs passions. Et si l'agitateur ou l'imposteur a l'intelligence de trouver l'axe sur lequel il faut se situer pour que ce qu'ils disent soit entendu par les gens, non pas, encore une fois, par rapport à ce qu'il dit, mais par rapport à ce qu'eux attendent. C'est-à-dire qu'en gros, les gens, j'ai une formule que j'aime bien en psychanalyste, hein, on emploie cette formule pour les délires hallucinatoires auditifs, hein, les hallucinations verbales, c'est-à-dire ils entendent les voix là où ils les attendent. Et je crois qu'en politique comme en amour, c'est un peu pareil, hein, c'est-à-dire que souvent les individus ont tendance à entendre les voix là où ils les attendent. Donc c'est ce qui fait justement que une prise est possible et c'est ce qui fait peut-être tout l'honneur de la politique que d'essayer non pas simplement d'imposter, si j'ose dire, mais c'est de donner les outils pour pouvoir décortiquer les paroles et essayer non plus de les halluciner là où
On veut les entendre et les attendre, mais justement de pouvoir les démonter. Et je crois que la démocratie, elle a justement cette vertu-là. Voilà. Donc je dis en plaisantant, il n'est pas question de demander à tous les responsables politiques de faire une psychanalyse, mais peut-être de travailler un peu, je dirais, la capacité d'analyser les discours, les langages, y compris le leur, hein. Ça fait partie du dialogue démocratique que de pouvoir justement euh, penser contre soi. Penser contre soi, c'est justement se démarquer de l'opinion et aller vers quelque chose qui pourrait bien être la dialectique. Voilà. Alors après, bon, il y a bien d'autres choses sur l'acte de création que je pose un peu après Deleuze, hein, et après Patrick Chamoiseau, que je pose un peu comme étant une forme de lutte sociale. Et puis je termine par une espèce euh, de nouvelles ou de récits un peu mythiques, je ne sais pas comment l'appeler, où j'essaie, mais je laisse au lecteur le soin de découvrir, où j'essaie à partir de trois formes de personnages d'Ulysse, hein, le Ulysse classique d'Homère, et puis euh, le Ulysse de Joyce, et puis peut-être ce qui pourrait être le Ulysse des romans de science-fiction d'Alain Damasio, pour montrer que c'est justement l'état du langage qui révèle la capacité de ruser avec le destin. Alors, je te remercie hein, beaucoup pour cette présentation. Une petite question. Tu es passé très vite dessus, mais pour moi, c'est peut-être l'acte majeur. J'ai pas encore lu ton livre, mais, mais l'acte majeur de ton livre, cet espace de création humaine, sociale, que tu évoques, c'est vraiment le retour à moi ce que j'appelle la praxis, c'est-à-dire l'expérimentation, l'expérience, qui nous Oui, permet justement de sortir de ce prédéterminisme que tu as évoqué, celui de Bourdieu, celui de Norbert Elias d'une autre manière. Voilà. Comment toi, tu nous aides, je dirais, parce que moi je suis en demande, comme n'importe quel individu, comme n'importe quel acteur, comment tu nous aides ou tu penses pouvoir nous aider justement en mettant en avant cet élément très important de l'acte de création qui est majeur pour la structuration de l'être humain, mais alors, au-delà. Alors, ça poursuit le travail que j'avais commencé avec l'ouvrage précédent, donc La fabrique de nos servitudes, où je m'inscrivais dans une perspective deleuzienne qui montre bien que la communication et la création ne s'inscrivent pas au même endroit, dans la même région ontologique et politique. Communiquer, disait Deleuze, c'est donner des ordres sans en avoir l'air, pour aller vite. L'acte de création, c'est justement la possibilité de défaire en quelque sorte les langages constitués, euh, tolérer quelque part le chaos que ça peut effectivement produire, aussi bien en nous qu'autour de nous, mais non pas pour maintenir ce chaos, parce que ça, c'est la stratégie de l'extrême droite, hein. Je, Mhm. je crée du désordre pour montrer que je suis le seul capable de mettre de l'ordre. Donc non pas pour maintenir ce chaos, mais pour lui donner de nouvelles formes. C'est-à-dire, donc, c'est donc en quelque sorte la dislocation des récits constitués sont la condition primitive de toute possibilité d'évolution et de transformation. Alors, ça, je dirais que je l'ai comme expérience comme psychanalyste, psychothérapeute, mais je l'ai aussi comme expérience politique. C'est-à-dire que si on veut sortir, je dirais, des prêts-à-penser, des standards politiques, il faut accepter que nous n'avons pas pour l'instant de solution. Il ne faut pas avoir peur de la dislocation des formes constituées que ça produit. Et il faut qu'ensemble, nous puissions chercher euh, d'autres d'autres imaginaires. Et ces imaginaires, c'est bien les imaginaires des langues, comme disait Édouard Glissant, et ce qu'on reprend aussi Patrick Chamoiseau, par exemple. Donc, Mhm. pour moi, ça passe par là. C'est-à-dire qu'en gros, et c'est quand même ça l'invention de la démocratie telle que je l'ai lue, si tu veux, avec Claude Lefort. C'est bien cette possibilité, justement, de créer ces espaces dialogiques. Et si tu veux, je crois que malheureusement, là, on est en retard, pour le coup, d'une époque, si ce n'est d'un siècle.
On est en retard d'expériences concrètes peut-être pour tenter justement de... Voilà, voilà. Moi, je dirais d'expérimentation. Voilà, tout à fait. C'est le terme que prend Deleuze d'ailleurs, hein, lorsqu'il prend la question du rêve ou de l'utopie. Il dit il ne s'agit pas d'interpréter, de déchiffrer, ça on le fait sans arrêt, et finalement ça fige les choses. Il s'agit d'expérimenter. En quoi il a pas tort, hein, même pour un psychanalyste, je trouve que c'est très vrai, hein. Moi, j'aimais beaucoup la critique que Wittgenstein a portée à Freud, hein, lorsqu'il disait que Freud n'a jamais interprété un rêve. Il a interprété des récits de rêve, c'est-à-dire il a permis de rêver autrement. C'est-à-dire que quand on raconte un rêve, eh bien, finalement, le fait de raconter le rêve à quelqu'un qui va intervenir et qui va bouger des pièces du langage, ça permet de rêver. Et je crois que c'est ça qui est important. Et je crois que le psychanalyste qui croit interpréter un rêve, il est un peu à côté de ses pompes, à mon avis. Ce qu'il interprète, c'est un récit de rêve à un moment donné, dans une séance, qui en dit plus peut-être sur ce qui se produit dans la séance que ce qui s'est produit dans les nuits, par exemple. Comment tu... Ben, moi, c'est une question qui me préoccupe beaucoup dans la période, si tu veux. C'est, bon, on sent bien que comment dire, notre histoire commune, notamment sur le continent européen, de ces 300, 400, 500, 600 dernières années, est en train d'exploser du point de vue même de ce qui s'était accumulé, partagé socialement, qui fait dire à certains que l'Occident s'effondre et qui conduit effectivement aujourd'hui des individus n'ayant plus de référence historique acceptées, entre guillemets, ou partagées complètement, qui s'effondrent eux-mêmes et qui, effectivement, sont à recherche de nouvelles représentations qui peuvent être tout à fait, comment dire, simplistes ou en tout cas, ils sont en recherche de sécurité. Comment tu travailles ces questions-là? Alors, bon, ça, je l'ai aussi beaucoup parlé dans l'ouvrage précédent, et là, j'en parle un peu à la fin, je le reprends un peu d'une autre manière. Je pense que dire que l'Occident s'effondre, il s'effondre en tant que pôle dominant. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un monde multipolaire, qui est le monde vers lequel on va, parce que cette archipélisation de la France ou de l'Europe, c'est aussi une archipélisation mondiale, quelque Bien part. sûr, Il faut pas, encore une fois, il faut pas s'y tromper. Donc, je dirais que le faux universel, je dirais à la Jules Ferry des années 1880, etc., c'est terminé. Tant mieux, d'une certaine manière. Que l'humanisme, auquel personnellement je suis très attaché, mais je suis persuadé que nombre de marxistes sont ils sont humanistes. aussi. Car le marxisme est d'abord humanisme, comme dirait l'autre Sartre. Enfin, pas le nommer, hein. Enfin, après, il a changé d'avis, mais c'est un autre problème. Alors, je crois que la limite de l'humanisme qu'on a connu, c'est qu'effectivement, c'était un humanisme qui a été daté et marqué par l'ombre portée d'un rationalisme qui était celui des Lumières et qui, d'une certaine manière, obscurcissait les autres civilisations, les autres cultures. Absolument, Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est du côté d'une créolisation justement des civilisations et des cultures que l'on peut espérer voir surgir de nouvelles formes tout à de fait, vie et de nouvelles formes de pratiques existentielles et sociales de vivre au monde. Voilà, c'est ce que je peux dire. On voit bien d'ailleurs à ce niveau-là que on a l'impression qu'aujourd'hui, par exemple, Macron, et il faut quand même lui rendre hommage à ce niveau-là, découvre l'existence de l'Inde. Bah, c'est pas mal, parce qu'il a fallu finalement se rendre compte que Trump, ce qui était évident, voulait tuer le pouvoir commercial et culturel et politique de l'Europe et que Poutine, de toute façon, y avait renoncé depuis les années 2000 et quelques, hein, peut-être pas au début, mais après, bah, c'est intéressant de s'apercevoir qu'il y a d'autres partenaires possibles, que ce soit l'Inde, la Chine, euh, les BRICS, etc. Et donc, c'est quand même de ce côté-là qu'on a la possibilité d'éviter justement les formes de totalitarisme qui nous réduiraient, encore une fois,
à l'esclavage. Bien, écoute, on est, on est dans les temps qu'on s'était proposés. Je te remercie beaucoup, beaucoup pour tous ces éléments de réflexion. Et puis, ben, écoute, j'espère qu'on aura à nouveau d'autres moments de partage à venir. Et Bien, bon courage pour la poursuite de tes travaux, parce que c'est toujours quelque chose d'original que tu nous apportes, qui nous merci, aide aussi à penser le monde, y compris ses contradictions aujourd'hui. Merci merci, Roland, merci Dominique. À bientôt. à Au revoir. bientôt. Au revoir.